Et elle nous raconte des histoires, Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, vous nous racontez l'histoire de deux pionnières qui, elles aussi, portaient la robe. Oui, tout à fait, Stéphane. Je vous le disais tout à l'heure, de nos jours, plus de la moitié des avocats sont des femmes. Mais entre 1884 et 1892, époque à laquelle Jeanne Chauvin, dont je vais vous parler maintenant, suit des études de droit à Paris, la loi exclut les femmes de la profession d'avocat parce que l'avocat est par excellence un office considéré comme viril. C'est les hommes, point, c'est tout. Et la situation de Jeanne est complètement absurde parce que à l'époque, pour pouvoir prêter serment, il suffisait d'une licence en droit. C'était Or, pratique. oui, c'était plus facile. Enfin, Mhm. la licence en droit Oui, avait peut-être elle était peut-être plus un dure plus haut encore. niveau. Il devait y avoir des épreuves en latin. Ça ne devait pas être de la tarte non plus, hein. Mais en tout cas, Jeanne Chauvin, elle a mieux qu'une licence puisqu'elle a obtenu un doctorat. Elle est même la première femme à obtenir le titre de docteur en droit en 1892. Alors d'ailleurs, sans surprise, le sujet de son doctorat porte sur les professions accessibles aux femmes et sur les inégalités juridiques entre hommes et femmes. Alors évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde. Et d'ailleurs, le jour où elle se présente devant le jury, il y a des étudiants, que des hommes bien sûr, qui envahissent la salle, qui chantent la Marseillaise et qui déclenchent un vacarme tel qu'il faut ajourner la soutenance. Parce qu'ils ne sont pas contents qu'une femme devienne docteur en droit. Alors, quelques jours plus tard, elle sera quand même reçue docteur en droit à l'unanimité des membres du jury. Alors, comme elle n'est toujours pas avocate, en 97, elle demande à prêter serment. Elle se fait retoquer. Elle va du coup n'avoir de cesse de faire changer les choses. Et elle va en appeler à Poincaré, qui est déjà un homme politique influent, qui a été plusieurs fois ministre de l'Instruction publique. Il est aussi avocat. Et donc, elle est son amie. Elle plaide auprès de lui pour que la loi soit votée. Et ça va porter ses fruits parce que le 1er décembre 1900, enfin, vous vous rendez compte le chemin C'est fou. parcouru, hein, parce que Ouais. les débuts de ses études, c'est plutôt les années 1880. Donc, loi du 1er décembre 1900 ouvre aux femmes la profession d'avocat. Et d'ailleurs, Jeanne Chauvin n'est pas la première à en profiter. C'est une certaine Olga Balachowski-Petit, née en 1870 et morte en 1965, qui alors a 30 ans. Eh bien, c'est elle qui prête serment 2 jours à peine après la proclamation de la loi. Elle était la fille d'un industriel ukrainien et elle s'était mariée en 96 à Jules Petit, un avocat, un journaliste, qui l'a encouragée à faire une thèse de droit. Souvent, les femmes qui font des études dans ces années-là, c'est parce que, quand elles sont mariées en tout Mm. cas, hein, c'est grâce à leur mari, il faut le dire, parce qu'une femme n'a pas le droit de faire d'études une femme mariée, pardon, n'a pas le droit de faire d'études sans Sans l'autorisation l'autorisation. de son mari. Ça paraît Surréaliste, incroyable ouais. aujourd'hui, mais c'est la vérité. D'ailleurs, la thèse d'Olga Balachowski-Petit, la loi et l'ordonnance dans les États ne reconnaissant pas la séparation des pouvoirs. Vous voyez. D'ailleurs, c'était une des grandes revendications et interrogations de ces femmes qui faisaient des études, expliquaient, mais écoutez, n'importe quel monsieur analphabète a le droit de voter et nous, on est toujours exclus du scrutin, ça Oui. ne va pas du tout. Mais ce qui caractérise les considérations de la presse dès qu'une femme essaie d'investir un bastion de ce genre, c'est la condescendance comme toujours. Si vous regardez le Figaro du 6 décembre 1900, c'est un avocat qui fait un article qui consacre cette loi. Ça doit être gratiné, ça. Ah oui, alors écoutez, plutôt mignonne, gracieuse, la chevelure un peu ébouriffée, la jeune femme lève la main droite au doigt de laquelle on aperçoit plusieurs bagues. La robe de Madame Petit, qu'elle aurait confectionnée elle-même, est infiniment plus élégante que les robes de messieurs ses confrères. Pourquoi la coquetterie féminine désarmerait-elle sous la toque? Vous voyez, c'est toujours comme ça. La classe. C'est-à-dire, c'était pareil hein, quand les Mhm. femmes ont commencé à conduire, à faire de la course automobile. On commentait leur costume en tweed au lieu de dire c'est génial que des femmes fassent ça. Alors, notre Jeanne Chauvin, elle est donc la seconde à prêter serment 13 jours après Olga Petit. Et en revanche, elle est la toute première femme à plaider en France dans une affaire de contrefaçon de corset. Alors Ah, tiens. vous imaginez facilement les sarcasmes des confrères. La Oui. première femme à plaider, c'est une histoire de corset. Mais enfin, plus sérieusement, Jeanne Chauvin va être à l'origine d'une loi tout à fait essentielle pour les femmes, la loi de 1907 qui leur permet de disposer librement de leur salaire. Voilà. De quoi démentir le vieil adage machiste, hein, parce que cet adage était vraiment extrêmement respecté et Mhm. dans tous les esprits des avocats autrefois, robe sur robe ne vaut. Donc il ne peut pas y avoir une femme
femmes en robe. Eh bien, jamais, au contraire, robe et épitoge ne furent mieux portées ni plus méritées que par Jeanne Chauvin et Olga Petit. Voilà qu'elles furent les pionnières qui ouvrirent la voie 50 ans avant une Gisèle Halimi, qui, elle, sera à 27 ans, vous l'avez dit, la première femme à plaider un recours en grâce. Alors, au fait, quand même, dans ce musée du barreau, il y avait une autre dame que Jeanne Chauvin, c'est au musée de loi, au jeu de loi de l'affaire Dreyfus, dont les pions sont des boutons de guêtre. Le gagnant est le premier qui atteindra la vérité. Et la vérité, comment est-elle représentée? Eh bien, sous les traits d'une ravissante femme nue. Eh oui, ça, c'était je l'ai bien toujours dit, hein. dans l'esprit de l'époque. Mais enfin, nul doute que des souvenirs et des dossiers de Gisèle Halimi viendront bientôt rejoindre ces très grands ténors du barreau de l'histoire de France.